ce soir, j'avais très envie qu'on aille parler tous ensemble de Renault. Je sais que nous avons fait il n'y a pas longtemps la tier list Citroën, qui vous avait énormément plu, moi aussi. Et je me disais, merde, il faudrait qu'on continue à faire la liste un petit peu des véhicules. Je vous ai fait une petite liste de véhicules. La petite liste de véhicules a été un peu raccourcie. Normalement, on a quand même chaque modèle de l'ère contemporaine. Nous aurons tout en haut. Et je vous préviens, c'est modifiable. Je suis très ouvert à la négociation. Mais ensemble, nous avons la merveille. Bien sûr, la voiture merveilleuse. Ensuite, on aura très chouette, sympa, potable, discutable. Là, on commence à être sur un choix quand même qui est un petit peu étrange. Infâme, c'est-à-dire que c'est atroce. Inclassable, ça c'est plutôt pour les véhicules qu'on saura pas trop où mettre. Et enfin, à la fin, le grand Renault. Vous allez voir que l'histoire de Renault, et c'est pour ça qu'elle est intéressante, a été parsemée de pas mal de modèles Alors, on pourra pas enlever à Renault qu'ils ont dans leur vie essayé beaucoup de choses. Beaucoup. Par quoi on commence? Oh, véhicule, tiens. En plus, on va pouvoir commencer et finir par à peu près le même. Renault Super 5 voiture qui est une évolution de la Renault 5, alors la Renault Super 5 comme on l'appelait, voiture qui était directement en face de la Peugeot 205. Alors on s'en rend pas forcément compte, la voiture que vous voyez à l'écran était à l'époque d'un design assez novateur. La Super 5 avait un design qui était assez novateur, c'était une voiture qui était considérée comme assez kiki à l'époque, c'était tout mignon. Voiture que bon nombre de nos parents ont eu, voiture qui était assez moderne dans ses solutions et qui prenait la suite de la Renault 5, alors je vous la montre. Beaucoup de gens oublient que avant la Super 5, il y a eu la Renault 5. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Super 5, puisque c'est l'évolution de la Renault 5, tout simplement. Super 5 qui, contrairement à la Renault 5, n'a pas eu sa version ultra sportive avec la R5 Turbo, qui était bien la version ultra sport de la 5, et non pas la version ultra sport de la Super 5. Voiture qui, du coup, a culminé sur sa version GT Turbo, qui faisait 120 chevaux avec un petit moteur turbal. Voiture qui, de ce que j'ai compris, marchait plus fort que la 205 GTI, même en version 130 chevaux. Alors ça a été un gros débat, hein, bien sûr, à l'époque, c'était le débat entre 205 GTI et Super 5 GT Turbo. Laquelle marche le plus fort? Petit jeu de la réputation, c'est la 205 GTI qui a gagné. Et pourtant, contrairement à la 205 GTI, c'était une voiture qui se modifiait énormément. Alors, il y a des gens qui disent que ça marchait pareil, il y a des gens qui disent que la GT Turbo, elle marchait plus fort en reprise, alors que la 205, elle marchait plus fort en axle, si tu vas chercher tout au fond du contour. Dans l'ensemble, c'était une voiture quand même assez réussie, et une voiture qui est aujourd'hui devenue assez compliquée à trouver. Alors en GT Turbo, c'est devenu compliqué à trouver d'origine, puisque c'était des voitures qui étaient régulièrement tapées, puisqu'avec simplement quelques modifs, vous pouviez gagner quelques chevaux. On la range où? La Super 5, la Super 5. Alors c'est sûr que ça se classe dans le assez haut du tableau. Sympa. Aujourd'hui, tu m'en donnes une, je trouve ça sympa. C'est sympa. Renault 25 qui était à l'époque le haut de gamme. La Renault 25 était une voiture qui voulait être le haut de gamme de ce qu'on savait faire à la française. Alors, Citroën avait déjà un petit peu une sorte de place sur ce marché-là. Mais du côté un peu bizarre, avec les CX et les XM, vous aviez Peugeot qui était très tradi dans ce qu'il apportait, avec les 605 par exemple, où c'était des voitures qui étaient très très rationnelles. Et vous aviez Renault qui essayait de proposer une sorte d'intermédiaire, c'est-à-dire que la voiture est dans un classicisme certain, mais sans renier pour autant la nouveauté. C'était quand même une voiture qui se voulait assez novatrice. Et notamment quand tu vois l'intérieur. Attention, si vous avez les yeux qui piquent, c'est normal. Quelle merveille. Messieurs, dames, la France. C'est exactement le modernité tradition. Donc t'as tout un affichage qui est très très moderne, attention. Ça, la chaîne IFI, attention. Et de l'autre, vous avez quand même le pommeau de vitesse en bois, parce qu'on est quand même dans un truc assez classique. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, la synthèse vocale sur ces voitures-là. C'est-à-dire que sur certaines finitions, la voiture était capable de vous parler. Ouais, la voiture pouvait vous dire quand tout allait bien. La voiture pouvait vous dire quand il y avait un défaut quelque part. Et la voiture, par exemple, pouvait vous dire quand vos veilleuses étaient encore allumées. La voiture vous le disait. Elle vous disait, attention, les veilleuses sont allumées. Voiture qui a été l'une des rares voitures à connaître une phase 1 et une phase 2 très différentes. Il y a eu vraiment un lift. La phase 1, vous avez ces feux carrés qui étaient assez statutaires et classiques, qui est justement pour se distinguer un petit peu de la concurrence. Sur la phase 2, ils ont vraiment relift fortement la caisse. On n'est pas loin du grand Renault quand même si elle est encore peut-être un peu trop rationnelle
exceptionnel pour la ranger dans Grand Renault. Infâme. Non mais abusez pas, la voiture est exceptionnelle. Vous êtes jamais monté dans une 25 vous, hein? Attends, bah alors, bouge pas. On va changer un classable, on va mettre la voiture me parle. Parce que techniquement, c'est vrai, la voiture me parle. Et t'as même pas encore bu. C'est dire. Renault 21 qui est né comme une berline assez classique. Alors pareil, entre la phase 1 et la phase 2, c'est une voiture qui a connu une grande évolution. Donc qui était assez... qui a eu une évolution assez sensible à celle de la 25. Puisque si vous trouviez que toutes les Mercedes et Audi avaient la même gueule, rassurez-vous, la Renault 21 l'avait inventée bien d'avant. Puisque la Renault 21 phase 1 a la gueule de la 25 phase 1. Et la Renault 21 phase 2 a la gueule de la Renault 25 phase 2. Donc autant vous dire que les Allemands n'ont rien inventé. Voiture qui est assez classique. Si ce n'est qu'à un moment, Renault a décidé de péter un câble et de commencer à faire des versions sportives un peu costaudes qui sont encore aujourd'hui très renommées. Vous aviez bien sûr la R21 Turbo. Il paraît que ça se prépare copieusement. Voilà. Et vous aviez même la version Turbo Quadra. Vous êtes peut-être pas prêt à l'entendre, mais vous aviez une berline moyenne française, concurrente par exemple de la Xantia ou autre 405, qui était turbo 4 roues motrices. Non, Quadra, c'est pour les 4 roues, c'est pas 4 turbos quand même, faut se... Il y en a un. Fait notable, la gendarmerie a eu des R21 Turbo. Comment tu veux rouler vite avec ça qui t'attend sur le bord de la route? On dirait le Palmacho. Alors, un peu, c'est vrai. Autant dans sa version turbo, j'aurais été d'avis de vous dire que la voiture est assez chouette. Dans sa version classique, la voiture est classique. J'ai un peu envie de la mettre dans le sympa. C'est une voiture qui est... c'est sympa, quoi. Alors c'est vrai que vous aviez aussi la version Nevada, la 21 Nevada, j'ai eu la chance de monter dedans en étant gamin, 21 Nevada qui pouvait proposer jusqu'à 7 places. C'était immense, en fait il y avait littéralement un fuseau horaire entre la banquette à l'arrière et la banquette à l'avant. Si vous trouvez la Renault Fuego ringarde aujourd'hui, rassurez-vous, elle l'était déjà à l'époque. Renault a sorti à l'époque un coupé. Il y avait une place à prendre dans la petite mode des années 80, des coupés un peu sympas. Et Renault s'est dit, tiens donc, on va lancer un coupé à pas cher. Alors la Renault Fuego avait plein de bonnes idées. Vous aviez le haillon à l'arrière, c'est-à-dire que tout s'ouvre, avec cette espèce de bulle en dôme, un peu comme certaines créations Porsche ou certaines créations japonaises. Donc c'était un petit peu les trucs un peu sympas de ce qui se faisait du design à l'époque. Avec un aspect qui était évidemment économique. Vous aviez par exemple ces stries en plastique qui étaient très à la mode, qu'on retrouvait même chez Ferrari, tu vois, c'était une sorte de Porsche du pauvre, c'est un coupé du pauvre. Et ça marchait pas. C'est une voiture qui au début a trouvé un succès assez mitigé. Elle a pas eu de version incroyablement performante. Tu as en photo ici la version turbo qui était ok performante, mais qui était pas non plus un missile. Jusqu'à que Renault, qui en avait un petit peu marre d'avoir mis ses billes quand même dans un truc qui marche pas, s'est dit putain, comment on fait pour vendre cette putain de Fuego? C'est ainsi que Renault s'est dit que c'était une super idée de mettre sous le capot de cette bonne vieille Fuego un moteur turbo diesel. Et qu'est Pelorio Kezak, je vous informe si vous n'étiez pas au courant que la France a inventé le coupé diesel. Bravo! Et ils se sont dit, à un moment, de toute façon, foutu pour foutu, on a qu'à y mettre un turbo diesel et ça se vendra bien. Ça s'est correctement vendu aussi, mais pas non plus, ça n'a pas révolutionné la vente de la Fuego diesel. J'hésite actuellement entre discutable et infâme. Demain, je vous dis, j'ai acheté une Fuego. Enfin si, tu vas me dire, vu que c'est moi, ça passerait. Discutable, voilà. C'est-à-dire que, discutable, ce qui est bien, c'est que la Fuego, c'est un sujet de discussion. Et voilà. Alors, faut qu'on en parle aussi de la Renault 4, puisqu'elle est encore en train de respawn, hein, la Renault 4. Voiture qui a le mérite d'être là, quoi. Renault 4, voiture de merde, je déteste cette voiture. Ça va. Pour l'époque, c'était super, la Renault 4. Alors, on en a parlé dans le VTEC. Sur Renault, c'est une voiture qui a plein de petites features. On a tendance à l'appeler la 4L, la 4 Luxe. La 4L était une finition, vous aviez la finition luxe. Au bout d'un moment, tout le monde achetait la Renault 4 luxe, la 4L, parce que la différence de prix était assez faible et que finalement, vous aviez quelques options un petit peu sympas sur la 4L. Voiture asymétrique, voiture qui est plus courte d'un côté que de l'autre. Ici, vous avez un empattement entre la porte et la roue ici, qui est plus grand d'un côté que de l'autre. Côté gauche,
entre la porte et l'arche de roue, t'as ça. Côté droit, entre la Porsche et l'arche de roue, t'as ça. Voiture qui existait également en Renault 3, mais qui a pas existé très longtemps, puisque c'était la Renault 4 encore moins bien. Là, on était vraiment dans l'optique de proposer la voiture au moins cher possible, Renault 3. Bah, je me rappelle pourquoi on avait mis la catégorie, elle est là, quoi. Demain, t'en as une, t'es content. Ah, c'est sympa. Alors, c'est pas... En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est pas le même sympa que ça. Sympa, mais pas pareil. Vous avez exactement saisi l'essence de ce que je voulais dire. Sympa, mais pas pareil. Mais finalement... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous l'avez, je pense. On ne peut pas reprocher à Renault de ne pas avoir essayé des choses. Il y a un grand débat justement, on l'avait déjà eu dans la vidéo sur Renault, je vous le refais. Il est assez communément dit que le Renault Espace a inventé le monospace. Ce qui peut être considéré comme pas vrai dans le sens où Chrysler avec le Voyager l'avait déjà fait quelques années avant. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu en disant que cette voiture a quand même été assez novatrice. Dans le sens où cette voiture proposait plein de bonnes idées et plein de trucs très très chouettes qu'on ne retrouvait pas forcément dans le Chrysler Voyager, qui avait trouvé cette recette entre guillemets de prendre un utilitaire et d'en faire un truc avec plein de vitres et plein d'espace. Voiture que Renault a présentée en grande pompe. Si, c'était Matra qui finalement l'a proposé, mais c'était Matra sur ordre de Renault. Tous les espaces ont été fabriqués chez Matra, jusqu'à la mort de Matra tout simplement. J'ai lu pas mal de choses, parce que quand c'était renseigné pour faire l'épisode justement sur Renault, t'as Hammond qui essaye le premier espace, et qui nous relate que pendant sa présentation en grande pompe au salon de Paris, la voiture n'a eu que 9 précommandes pendant toute la durée du salon. Pour dire à quel point les gens n'avaient pas compris le concept. J'ai trouvé qu'il y avait d'autres sources à ce chiffre. Donc ça n'avait pas forcément été 9 exemplaires. Dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, c'est que cette voiture, lorsqu'elle a été présentée, a été totalement incomprise. À l'époque, le fait d'avoir un espace entre le haut de ton siège et le toit d'à peu près 50 cm, les gens disaient pourquoi faire? Pourquoi acheter un truc comme ça? Au pire, j'achète un break. C'est pour ça qu'à l'époque, le slogan de cette voiture, c'était la voiture à vivre. Parce qu'en fait, c'est des voitures où tu te rends compte que la voiture est un peu chouette. Quand tu montes à l'intérieur, la voiture à vivre. Ouais, j'achète un bus sinon. Bah oui, voilà, évidemment, les gens ils disaient, je suis en train d'acheter un minibus. Alors, le deuxième truc qui a fait aussi que cette voiture s'est très mal vendue au passage, hein, c'est que c'était atrocement cher. C'est-à-dire que les gens qui avaient l'ouverture d'esprit pour dire, je peux peut-être m'intéresser à acheter un espace, ben se rendaient compte que le prix était atroce, c'était cher. Dans l'ensemble, j'en avais déjà conduit un de ces trucs-là. J'ai trouvé ça exceptionnel. Hein. Un voyage dans le temps. Hein. D'un côté, on est quand même sur du grand Renault. C'est sympa quand même. Aujourd'hui, tu te trimbales dans un Renault Espace 1, c'est sympa quoi. Ah mais celui-là, il est dur. Hein. Ça va finir en sondage. Hein. Quelle catégorie? On a quoi? On a sympa, mais pas pareil. On a discutable. On a infâme. Et on a du grand Renault. 5 minutes later. Vous êtes 65% des votants, 1012 votes. À vouloir ranger l'espace 1 dans le grand Renault. Et en même temps, on peut pas vous l'enlever. Voiture qui a pris la suite de la Renault 25. Cette voiture s'est voulu être une sorte de grande montée en gamme après la Renault 25, qui pourtant était déjà assez haut de gamme si vous voulez mon avis. Ce qu'on a eu reproché à la Renault 25 entre autres, c'était le choix de certains moteurs. La 25 par exemple existait avec le V6 PRV qui avait été assez discuté. La Renault Safran ne fera pas cette erreur puisque la Renault Safran a accueilli sous son capot des 5 cylindres en ligne. Et oui, avec des 5 cylindres en ligne d'origine Volvo. Et il y a même eu des versions encore plus costaudes. Je vous invite quand même à ouvrir grand les yeux. Sur la phase 2, Renault a sorti une version biturbo. Alors oui, il y a It's Deadzy qui nous dit sérieux, il y a eu des Safran 5 cylindres, il y a eu des Safran 5 cylindres, il y a eu des Safran biturbo. Attendez, je vous le mets en son. C'est de la merde. C'est de la merde. Pardon, excusez-moi, je me suis emballé. C'est de la merde. C'est de la pure merde. Sympa, peut-être. Admettons, t'arrives quelque part en Safran biturbal ou en Safran 5 cylindres. Sympa.
Renault 19, c'est une voiture qui s'est inscrite dans cette volonté de monter un petit peu en gamme avec la marque Renault. Voiture qui est bien. Mais qui est assez fade aussi. Pour le coup, Renault 19, j'en ai déjà conduite plusieurs. Qui existait dans sa version sportive en 16S, 16 soupapes, avec un 2 litres 16 soupapes qui faisait 140 chevaux de mémoire, je crois. Voiture qui se voulait être concurrente directe de ce qui se faisait en Allemagne avec la Golf 3 notamment. Et une voiture qui, du coup, a eu un assez grand succès à l'international puisque les Allemands l'ont beaucoup aimé, cette voiture-là. Nous, ça a été un grand succès aussi. Voiture... Ensuite, dans les années 80, il y a eu une mode du petit utilitaire pas cher. Le petit utilitaire pas cher a eu un immense succès chez une autre marque, sous le nom notamment de Citroën C15. Le succès exceptionnel du C15, qui a été un banger absolu pour Citroën à vraiment pas cher. Citroën a développé sur base de Super 5 son propre C15, en fait, tout simplement. C'est le C15 de Renault. Et il s'agit du Renault Express. Alors, de ce qu'on m'a dit, la voiture est un peu plus sympa à conduire qu'un C15 quand même. Même si, pour être totalement sincère, rien n'égalera jamais le C15 dans mon esprit. Pardon, oula, non. Oula là 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 là. Voilà, merci. Putain. Twingo avec un nom assez particulier. Twingo, pourquoi avoir appelé ce véhicule Twingo? Nom un peu cocasse qui se veut être la contraction de 3 mots. Tu avais twist, swing et tango, ce qui faisait le nom exceptionnel de Twingo. Encore une fois, la Twingo, Renault a été novateur puisque Twingo a inventé le concept de citadine monospace, ce qui lui donne cette espèce de bouille un peu toute ronde et un peu trop haute. Voiture qui est bourrée de bonnes idées. À l'arrière de la Twingo, première génération, vous trouviez par exemple une banquette coulissante qui vous permettait d'avancer ou de reculer la banquette arrière pour donner soit de la place aux jambes aux passagers, soit donner du coffre. Et vous pouviez, banquette avancée rabattue, vous pouviez dégager jusqu'à 1 mètre cube d'espace. La Twingo a été vendue dans les arguments notamment avec 1000 litres de coffre à l'arrière. 1000 litres dans un dragibus. Voiture avec plein de bonnes idées. Alors plein de bonnes idées pour tout le monde, hein, notamment ce fameux mono-essuie-glace avec le pantographe au milieu, parce qu'un essuie-glace ça coûte moins cher que 2. Ou encore cette fameuse antenne au rétroviseur pour ceux qui ne sauraient pas si la Twingo première génération arbore cette antenne à cette place un peu curieuse ici. C'est tout simplement, et c'est pas une blague, parce que ça fait moins de fil entre l'antenne et l'autoradio. C'est moins cher à fabriquer. La voiture est fiable. La voiture a eu dans les toutes premières, tu pouvais trouver le Cléon fonte qui avait encore des culbuteurs, donc qui se dispensait de courroie de distribution. C'est-à-dire que tu avais entre guillemets une distribution à chaîne. C'était une voiture qui à la base qui se voulait avoir pour cible les jeunes, et ils se sont rendus compte assez vite que les jeunes n'avaient pas l'argent d'acheter une voiture neuve. C'était déjà le cas à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui fait que cette voiture aura surtout connu un énorme succès auprès du 2e ou 3e véhicule de la famille. C'est-à-dire que c'était des voitures qui étaient achetées en général par des gens assez âgés qui cherchaient un 2e ou 3e véhicule et qui cherchaient une petite cacahuète pour aller faire les courses vite fait sans sortir le gros véhicule de la famille. Et qui finalement s'est retrouvé dans les mains de jeunes 20 ans plus tard. Là je pense sincèrement qu'on hésite entre merveille et très chouette, mais là ça va être la merveille. Hein. Et oui, la Twings c'est la merveille, hein, tout simplement. All simply. Alors attention, si vous en cherchez une sur le bon coin, sachez que déjà, 1, la cote a remonté, 2, ça rouille. Et le cache culbuteur peut avoir des fuites, ce qui fait que le compartiment moteur est plein d'huile. Alors, on peut quand même remercier Renault de ne pas avoir abandonné trop tôt, puisque si l'espace 1 a été un petit flop, l'espace 2 a été un gros succès et un joli succès commercial. La voiture ne change pas, alors elle se modernise un petit peu à l'extérieur quand même, ça a moins l'effet bus scolaire, un petit peu moins. On ne peut pas dire que ce soit la voiture de l'année, à part évidemment quand on s'intéresse à l'exceptionnelissime, hein, bien sûr. C'est de l'espace 2 que sort l'espace F1. Renault à l'époque avait voulu célébrer ses victoires en Formule 1. Et donc c'était dit,
MDR, ce serait marrant de mettre un moteur de Formule 1 dans un monospace, comme quoi le multiplat n'a rien inventé, Voiture qui a été rendue principalement célèbre grâce à sa présence dans Gran Turismo. Je vais essayer de vous retrouver un dossier. Si je le trouve, vous êtes tous au sol. Tous. Mais alors, sans exception, hein. Je l'ai. L'espace F1, le vrai, que vous avez vu à l'écran, est stationné dans le musée Matra à Romorantin. C'est une voiture qui n'a pas été remise en route depuis plusieurs années. De ce que j'ai compris, la dernière fois, cette voiture s'est retrouvée dans un bac à gravier et n'a jamais été redémarrée. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé rerouler. On avait fait un épisode il y a très longtemps sur l'espace F1. Et naturellement, il y avait eu le contact avec le musée Matra Romorantin, qui s'était soldé par un « nous n'avons pas envie de faire rouler ce truc », et c'en était resté là. Et je m'étais pointé à Rétromobile 2024, physiquement, et j'avais eu la chance de le revoir en vrai. Et c'est un véhicule qui était exposé à Rétromobile 2024. Je suis tombé sur quelqu'un du musée, je saurais pas vous dire qui est venu me voir et qui m'a dit « il faut vraiment le multiplat Romorantin, faut l'exposer en musée », et c'était encore à l'époque où il y avait tous les problèmes, donc voilà. Et je lui ai dit « je suis intéressé par un véhicule du musée ». Et le musée est intéressé par un véhicule que je peux avoir. Donc jusqu'ici, je pense qu'il pourrait y avoir un juste milieu assez intelligent à faire en sorte un échange. Donc il me dit non, c'est compliqué parce que alors elle peut rouler mais compliqué, machin et tout. Et je lui dis bah les gens aimeraient beaucoup. J'ai déjà prouvé que je pouvais rouler des véhicules d'une valeur inestimable très respectueusement. Et je vois qu'en face j'ai quelqu'un qui est pas content parce que il vient me voir avec le multiplat, il se dit c'est bon, c'est gagné, il va me le prêter son multiplat, je suis quand même amusé. Et puis moi je lui commence à lui dire bah non, c'est 1 pour 1, tu vois, c'est honnête, ça me semble honnête. Je tombe sur un mec qui fait comme ça, et je vous jure c'est vrai, la personne à qui je parlais, il fronce ses sourcils comme ça. Et il me dit oui mais de toute façon ça coûte trop cher à redémarrer. Je lui dis bah vous savez sur la chaîne, je connais NordVPN déjà premièrement, et deuxièmement sur la chaîne on fait des choses qui sont pas rentables. C'est quelque chose que je suis ouvert à payer le redémarrage de l'espace F1. C'est dire, alors que c'est pas censé être à moi de le faire, tu vois. Là il fait de toute façon, il y a plein de circuits sur lesquels il passe pas, il fait trop de bruit. Je lui dis, alors ça, je connais bien, parce que le multiplat que j'ai fait trop de bruit aussi, et on connaît des circuits sur lesquels il y a des dérogations, et on peut le déplacer et le faire rouler sans se faire engueuler. Oui, mais en termes d'assurance, c'est impossible à assurer. Alors je lui dis, bah écoutez, j'avais entre les mains il y a pas longtemps une GT40 authentique conduite par Bruce McLaren. Nous avons réussi à l'assurer à un prix assez costaud, c'est vrai, mais je l'ai payé aussi. Et on s'en est sorti, tu vois. Je vous jure, c'est vrai. Au bout de 3 ou 4 arguments contrés, il a fait demi-tour, il est parti. Il est parti. Peu de temps après, Rétromobile diffuse un catalogue. Et il y a chaque exposant qui s'exprime un peu, et donc il y a un petit catalogue. Donc c'est ce petit catalogue-là. Beaucoup de visiteurs nous ont demandé de le refaire rouler sur circuit, y compris avec insistance de la part de l'équipe de Villebrequin. C'est-à-dire que dans le catalogue officiel, c'est marqué MDR Sylvain, il a forcé comme jamais. Où est-ce qu'on range l'espace numéro 2? Souffle du nez. Première Clio de première génération, voiture qui prenait la suite de la Super 5, la Super 5. Voiture avec un châssis très à jour à l'époque, voiture qui était correctement motorisée, voiture avec une qualité de finition qui détonnait un peu à l'époque sur cette catégorie-là, notamment dans son incroyable version Baccarat. T'as eu plein de versions sportives, t'as eu la Clio 16S, qui était la version semi-sport entre guillemets, je sais pas si on peut dire que c'était une sportive. T'avais la RSI qui était sportive bof, t'as eu la 16S qui était sportive sympa, et tu as eu bien sûr la Williams pour célébrer les victoires en Formule 1, voiture vraiment sympa de ce qu'on m'a dit. Clio Williams avec ses petites jantes dorées, anecdote intéressante, les premières sont numérotées. Vous avez une petite plaque à l'intérieur qui numérote la voiture et qui en faisait une voiture en série limitée. La voiture a tellement eu de succès. La Clio Williams s'est retrouvée en version non numérotée, c'est-à-dire que tu as eu certains exemplaires après. Les jantes or, moi, je sais pas, mais j'aime bien, moi, les jantes or. Alors tu avais également la Clio Baccarat, je vous montre une photo parce que c'est difficile à croire que ça sort d'une Clio, mais cet intérieur vient bien d'une Clio. Attention, intérieur cuir, boiserie,
parements. On a des parements en bois volant cuir. L'opulence à la française. Attends, c'est français, ça. C'est une voiture sympa. Non, pas merveille. Entre très chouette et sympa, si vous voulez, mais pas merveille. Merveille. Et vous savez ce que c'est une merveille, quand même? Bon, allez, vas-y, très chouette. Allez, je te l'accorde de très chouette. Ok. Renault Mégane, première du nom. Alors, ça existait en coupé. Et en coupé, c'était pas si mal. On commence à arriver sur le discutable, hein. Ah, quoique, c'est quand même plus j'ai soufflé du nez, hein. Quand même, hein. Si. Nous sommes à une époque où Renault connaît un grand succès. L'espace commence vraiment à se répandre dans les foyers et l'espace commence à être un peu sympa. Et donc on commence à connaître la formule du monospace. Sauf que Renault aimerait bien sortir un espace qui est moins grand. C'est-à-dire, il faut arriver à dire aux gens qui vont acheter les avantages de l'espace, mais sans qu'ils confondent avec l'espace. Et c'est comme ça que Renault va accoucher de la Mégane Scénic. Alors, sur sa première génération que vous voyez ici, ce n'est pas le Renault Scénic, c'est le Renault Mégane Scénic, puisque comme Renault avait peur que les gens ne comprennent pas la différence entre le Scénic et l'espace, ils ont nommé le Scénic Mégane Scénic. Alors, il y a eu des versions un peu rigolotes. T'as eu le Scénic Aigle. Voilà. Vous aviez déjà la Safran, qui était en quelque sorte une berline assez standard. Vous aviez avant ça la 21, mais la 21 n'a pas forcément eu de descendante directe, si ce n'est un peu la Safran en fait. La Safran qui a regroupé la 21 et la 25 d'une certaine façon. Et la Safran était un peu grosse et un peu chère. Donc il restait une petite place. Et il restait une petite place pour la merveilleuse Renault Laguna. Alors, voiture que j'ai conduite. Voiture, je ne peux pas dire le contraire, sympa. Elle est étonnamment mieux que ce que son apparence peut laisser croire. C'est-à-dire que la voiture est plus sympa dedans que dehors. Et en même temps, quand tu vois la gueule que ça a, tu comprends, tu préfères être dedans que dehors. Alors, il y a une version V6. Et puis, t'as eu... Si vous avez joué à Toka Race Driver, quelle merveille. Ah non mais quand même, hein. Ah bah là ça frotte hein, par contre, hein. Ça frotte dans les arches de roue là. Hein. Discutable quoi. Tu vois par exemple, t'arrives à un repas en Laguna 1, il y a la question, il y a discutable, pourquoi t'as acheté ça, tu vois. Discutable, c'est-à-dire que ça crée une discussion, ça crée un... T'es sûr que ça va en ce moment, je m'inquiète un peu, toute la famille s'inquiète. L'inénarrable, l'ineffable même, si vous voulez la vie. Hein. Voilà, Clio 2, une icône, hein. Bien sûr une icône. Clio 2, voiture qui est bourrée de qualité. Une des 7 merveilles du monde, quand même pas, quand même, restons polis quand même, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle une voiture brave, la Clio 2. Elle démarre les matins, elle est pratique, elle reprend les bonnes idées. Voiture d'auto-école, c'est vrai. Renault Prime. Ouais, c'est vrai qu'on peut peut-être le renommer Renault Prime. C'est vraiment, t'as acheté une Renault, quoi. Ah, j'ai acheté une Renault, fallait que j'aille bosser. Tu te rends bien compte, fallait que j'aille bosser, j'ai pris une Clio 2. Alors, j'en profite également. J'ai fait la distinction, et je crois que c'est la seule voiture qui possède sa distinction sportive dans cette liste ce soir. Renault Clio V6. J'étais obligé de vous parler de cette Clio V6. À un moment, Renault a pété un boulon. Comme toutes les bonnes blagues, qu'est-ce qui se passe quand on met un gros moteur dans une petite voiture? Et qu'est-ce s'appelle Rio? La Renault Clio V6. Je tenais à distinguer un peu cette voiture déjà, puisque c'est plus une Clio. Et surtout, puisque c'est une voiture que j'ai eu la chance d'essayer, c'est une voiture que j'ai eu la chance de rouler, et c'est une voiture, pour tout vous dire, que j'ai trouvé être un saucisson. Hein? C'est une daube, mais putain, c'est nul. Et je suis navré, hein. Ah bah si, et le chat, et vous pourrez râler autant que vous voulez, le chat, je n'en démordrai pas, c'est une merde, c'est une daube. Ah, et puis en plus, j'ai testé la phase 2, même pas la phase 1, parce qu'il paraît que la phase 1 est pire. Alors, concept exceptionnel. Et merci infini à Renault d'avoir sorti une caisse comme ça. La Renault Clio V6 a à l'arrière un V6
atmosphérique de 240 chevaux. Voilà, à l'arrière, dans le cul. Ah si, voilà, 240 sur la phase 1, 255 sur la phase 2, excusez-moi. Ce n'est pas le V6 Nissan et ce n'est pas le V6 PRV, c'est le V6 ES. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers défauts que j'ai envers la Clio V6, c'est que c'est un V6 qui est chiant comme la pluie, putain. Tenue de route ultra sous-vireuse. La Clio V6 a été fabriquée chez TWR, notamment la phase 1 comme celle-ci, donc a été développée chez TWR chez les Anglais. Et apparemment la voiture est sortie trop tôt. Et cette voiture est sortie dangereuse presque. La phase 2 du coup a été fortement assagie en termes de comportement pour éviter que les gens se fassent peur. Du coup sur la phase 2 quand tu la conduis, c'est une luge, c'est du sous-virage permanent. Et la caisse est... du grand Renault, hein. Parce que on peut lui chier à la gueule autant qu'on veut à la Clio V6. Est-ce que c'est pas du grand Renault? Qui nous a sorti cette dinguerie? Qui nous a sorti ça? Et ça, je leur serai toujours reconnaissance à Renault. Alors attention, il paraît qu'il faut pas dire Spider, faut dire Speeder. Est-ce que, à un moment, Renault, ils se sont pas dit, tiens donc, est-ce qu'on sortirait pas ce truc? Ça s'achète, hein. Compte de l'argent. Hein. Nuance un petit peu rigolote sur ces voitures-là. Donc c'était des voitures qui ont été développées à la base pour être engagées dans une compétition. C'était le Renault Speeder. Hein. Il me semble que c'est des moteurs de Clio 16S dedans. Cette voiture déjà, apparemment, alors je n'ai pas eu la chance de la conduire, mais cette voiture apparemment est extrêmement sympa à conduire. C'est la Lotus Elise française, entre guillemets. Voiture qui existe. Petite nuance un peu particulière, le Renault Speeder existe en APB ou SPB. C'est-à-dire avec ou sans pare-brise. Celle-ci est une APB, option APB avec pare-brise. Et vous aviez le Speeder SPB pour Speeder sans pare-brise. Voilà, c'est vendu comme ça, je sais pas quoi vous dire d'autre. Alors vous aviez à la place un espèce de déflecteur de saut de vent, vous voyez, ça fait un espèce d'aileron là, pour faire en sorte que l'air, en théorie, va au-dessus de ta tête. Et donc, cette voiture ne nécessitait pas de casque pour être conduite légalement sur la route. Je vous conseille fortement quand même le port du casque à l'intérieur, notamment parce que le déflecteur, ça marche pas. Alors c'est très bien dans la théorie, t'en prends quand même plein la gueule. Si vous voulez mon avis, là on est sur du grand Renault. Hein. Voire Renault Prime. Hein. Parce que Renault Prime, ça veut dire que c'est chouette. Grand Renault, ça veut dire quand même que... Il faut avoir fumé pour avoir sorti ça. Il y a un moment, je suis désolé, il y a des mecs chez Renault à l'époque... Mégane 2 qui s'est voulu être une voiture révolutionnaire. Déjà révolutionnaire dans son apparence, puisque c'est l'une des premières Renault faites sous l'ère Lequément, Patrick Lequément qui était directeur du design, qui est à l'origine de toutes ces Renault de ces années avec ce cul-là. C'est quand même un peu foufou d'avoir une vitre à l'arrière qui est droite comme un i. En fait, on a tellement l'habitude de les voir qu'on a normalisé le concept d'en voir. Quand tu te balades en Mégane 2 dans d'autres pays, notamment en Angleterre, et ils te chient un peu à la gueule parce que la voiture elle a une gueule super bizarre quoi. Et cette voiture a aussi plein de trucs assez futuristes, donc c'est une voiture qui se voulait futuriste. Déjà vous aviez la traditionnelle clé. Ah, attends, t'as la clé de démarrage. Alors c'est une clé de Laguna, vous m'en voudrez pas? C'est une clé de Laguna, mais la Mégane a été... Alors il me semble pas que c'est celle qui l'a inaugurée, mais la Mégane a été celle qui a lancé la carte de démarrage, la Carta. La carte de démarrage, pour ceux qui ne savent pas, qui possède... la clé à l'intérieur. Alors je peux vous la montrer, hein, l'empreinte de la clé, dans le sens où cette voiture n'existe plus, donc en soi il n'y a pas de problème. Et vous aviez l'accès à la pile et l'accès à la clé. Ça a fait l'objet d'un patch très rapide quand c'est sorti, puisque c'était ultra facile à craquer. Et la pile faisait souvent ce bruit-là, donc t'as ta clé qui fait gling-gling, quoi. À la base, ça se voulait être quasiment la même dimension qu'une carte bleue. Là, ce que Renault a essayé de te dire avec cette carte, à la taille de la carte bleue, c'est que ça, t'es censé la mettre dans ton portefeuille, c'est que tu es un homme dynamique, un homme ou une femme dynamique. Avec ça, tu es jeune cadre. Salut à toi, jeune entrepreneur. T'as eu, bien sûr, le frein à main, qui a longtemps fait parler aussi, puisque tu as le frein à main bateau. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas, j'ai envie de vous dire.
Voiture qui, au demeurant, quand tu fais abstraction de ces quelques conneries, est tout à fait séduisante quand même. Le châssis est super chouette, c'est très souvent bien motorisé, pas forcément les plus fiables dans les premières séries à cause de cette fameuse carte. On est entre le soufflage de nez et le discutable. Hein. Il y a presque un moment où je vais te poser la question. Que j'étais en train de penser à discutable, et justement, cette Mégane, en version RS notamment, a vu apparaître la Mégane RS DCI. Donc c'est le châssis de la RS, mais avec un 2 litres DCI. Dedans, c'est la RS DCI, qui s'était très correctement vendue. Ça fait 175 chevaux de tête, je crois. Excusez-moi, je fais tout de suite. Voilà, hop là, du Grand Renault. Alors, maintenant que c'est trié, messieurs, dames, j'aimerais que vous fassiez une sorte de respect, de salut respectueux à cette merveille française. Messieurs, dames, voici l'Avantime de chez Renault. Renault qui avait inventé pas mal de trucs dans les années 80-90. Je pense qu'on peut dire que Renault avait en quelque sorte trouvé une sorte de méta, en fait. Ils ont fait le monospace avec l'espace, ça a marché de fou. Ils ont fait le Scénic, c'est-à-dire le monospace un peu plus petit, ça a marché de fou. Quelques années après, le Modus qui marchera de ouf. La citadine monospace, entre guillemets, qui est la Twingo, ça a marché de ouf. Pourquoi pas faire le monospace coupé? Et c'est comme ça qu'est né l'Avantime. C'est marqué dans son nom, cette voiture arrive avant son temps. On pourrait parler d'1 million de choses à l'intérieur. Premièrement, donc l'intérieur est repris de l'espace 3. Donc on retrouve le tiroir, les rangements par exemple, sous ce GPS. En fait, ça s'ouvre. En dessous, t'as un rangement. T'as des rangements absolument partout, mais surtout sur l'Avantime, en haut, tu possèdes la touche Grand Air. Touche Grand Air qui te permet, avec l'immense toit vitré, d'ouvrir l'intégralité des vitres d'une simple pression d'un bouton. Et ça, tu pouvais le retrouver que dans les grands coupés Mercedes de l'époque. Et ça, c'est la classe. Tu retrouves une visibilité à quasiment 360 degrés qui est exceptionnelle. Tu retrouves des portes sans encadrement. Parce que je pense que vous n'avez pas compris, mais les portes ici, vous voyez, n'ont pas d'encadrement. C'est-à-dire, comme les coupés, les portes n'ont pas d'encadrement. C'est juste la vitre à nu. Symbole très chic, très luxueux. Et notamment, l'Avantime étant un coupé. À l'époque, un coupé, c'est forcément 2 portes. Ça n'existe pas, les coupés à plusieurs portes. C'est pas possible. Comme ce véhicule n'est que 2 portes, mais que ce véhicule est quand même très grand, la porte sur le côté est immense. Ce qui implique plusieurs problèmes. La porte va avoir une amplitude d'ouverture qui est très grande. Et surtout, la porte va faire en sorte que l'entrée et la sortie du véhicule vont, si on t'a collé sur un parking par exemple, devenir très compliquées. Et c'est comme ça que Renault a inventé, et ce système-là a nécessité quasiment 1 an de développement, la porte à charnière. La porte se décale en fait. T'as une charnière double qui ouvre la porte dans un premier temps, mais qui aussi la recule en avant. C'est-à-dire que la porte, elle s'ouvre et elle s'avance. C'est-à-dire que ça remonte sur l'avant du véhicule. Ça, si t'as le malheur de le démonter, c'est fini. Alors c'est une voiture qui s'adressait à une clientèle assez âgée et assez haut de gamme. Quand tu es jeune et que tu es une petite famille, tu achètes le Scénic. Quand tu es une grande famille ou que tu as un peu plus de moyens, tu as l'espace. Et quand tu as aimé rouler toute ta vie dans un monospace, déjà, pardon, et que tu n'as plus besoin d'autant de place, tu achètes un coupé, mais un coupé qui est un monospace. Renault Avantime. Ça n'a pas marché, parce qu'en fait, ce qu'ils ont oublié, c'est que quand tu vieillis et que tu commences à avoir un peu de pognon, tu fais tout pour plus rouler en Renault. Je pense qu'on peut quand même remercier fortement Renault de nous avoir offert cet Avantime. Et remercier Matra, bien sûr, qui est mort là-dessus. On sait déjà dans quoi ça va se ranger, hein, bien sûr. Alors, ce que j'aimerais signaler, c'est que notre ingénieur du son, Alan, que j'embrasse, a rejoint l'équipe précédemment Villebroquin et maintenant Sylvain Live en tant que propriétaire de Renault Modus. J'ai réussi à lever la malédiction, tu vois, j'ai réussi à l'exorciser. Et aujourd'hui, il roule fort heureusement en Mazda MX-5. On est sauvé. C'est une Clio monospace, mais mal faite, parce que si tu veux changer une ampoule de phare, faut tomber la face avant. Soyons sincères.
La caisse, pour être honnête, est pas mal. C'est fiable, c'est pratique. Ça vaut rien sur le marché aujourd'hui parce que personne ne veut rouler là-dedans. Ça tient bien la roue. L'intérieur est dégueulasse, mais de toute façon, au prix que ça coûte. Après, oui, c'est une caisse de professeur de violon, quoi. Discutable, hein. Ouais, c'est discutable. Même époque, voiture exceptionnelle, bien sûr, messieurs, dames. La Laguna. La Laguna 2. On considère la Renault Laguna 2 comme une voiture atroce parce qu'on en a vu de partout. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que la photo d'illustration est frottée sur le rétro, ce qui me fait terriblement rire parce que c'est si Laguna 2 d'avoir un rétro frotté. Et une voiture que j'ai eu la chance d'essayer sur Sylvain Live, je ne connaissais pas. Ah oui, c'est vrai, la plaque, elle pue. La plaque pue. Ah putain, j'avais pas vu le bouclier, il est totalement rayé aussi. Et puis là aussi, putain, mais elle sort d'usine comme ça en fait. Putain, la caisse elle pue, elle est frottée. Renault s'est dit qu'ils allaient intégrer dans cette voiture, peut-être sortie un peu trop vite, toutes leurs améliorations qui faisaient de Renault la nouvelle ère de Renault. Soyons honnêtes, cette voiture est sortie trop vite. Tout simplement. Cette voiture est sortie avec plein d'innovations. T'avais le frein à main électrique, tu avais la clé carte, tu avais l'ESP de série, tu avais la voiture qui pouvait te parler. Quand tu démarrais, la voiture elle parle, la voiture te parle, attention, hein, la voiture te parle. La voiture n'était pas prête. La voiture est sortie beaucoup trop tôt et la voiture a eu une fiabilité dans sa phase 1 que vous voyez ici, catastrophique. C'est-à-dire que la voiture a eu vraiment une fiabilité mauvaise. Oui, la voiture était également 5 étoiles Euro NCAP. Pression des pneus surveillés, tout à fait. Belle mémoire, le chat. Là, je suis emmerdé, là. Parce que d'un côté, la voiture me parle, c'est vrai. J'ai soufflé du nez, c'est vraiment vrai. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment vrai. Hein. Et en même temps, ouais... La voiture me parle. Hein. Ah, la voiture te parle. Bah, la voiture... Déjà, premièrement, la voiture te parle, au sens littéral. Deuxièmement, c'est que ça va pas. Ça va pas, tu vois bien que ça va pas. J'en parle, bien évidemment, puisque cette voiture arrive dans l'exacte même mouvance, c'est-à-dire que les deux voitures sont assez proches en termes d'apparition. Scénic, qui sera d'ailleurs connue principalement pour être la voiture des NDEC, la voiture des flics. Bah, je suis désolé, je ne vois que ça, quoi. Je ne vois que ça. Voiture qui est sortie à peu près en même temps que la Mégane 2 et que la Laguna 2, qui se voulait être la nouvelle ère, Renault, tout ça, tout ça. Dans les faits, c'est les mêmes merdes. Voiture extrêmement peu fiable à sa sortie à cause des mêmes problèmes. Ah si, fait notable de tête... Cette voiture existait avec le 2 litres turbo. 2 litres essence turbo, de la même gamme que le F4, le FART, le F4 RT, qu'on retrouvait sous le capot de la Mégane RS. C'est-à-dire que ce moteur, alors, n'a pas le moteur de la Mégane RS, mais a la même base moteur que la Mégane RS, ce qui te permettait d'en faire une voiture avec une carto qui pouvait passer les 200 chevaux. Ouais, si, faut qu'on parle, hein. Avec un Scénic 2, faut qu'on parle. Renault Kangoo qui a, alors déjà été l'utilitaire de la gamme Renault des années 2000, mais qui s'est retrouvé aussi dans une incroyable version Ludospace qu'on a le plus souvent connue, Renault Kangoo, qui est une... Alors j'hésite entre Merveille et Renault Prime, hein, effectivement. Hein. Quoi vous dire? Le Kangoo, c'est des pubs automobiles exceptionnels dont on reparlera bientôt dans un VTech. Ça va pas quand t'as un Kangoo, ça va vraiment pas, mais en même temps, comment en vouloir aux gens qui ont acheté ça? Porte coulissante, la place à l'intérieur, la capucine au plafond, tu peux aller à la chasse ou au Carrefour dans la même journée. Et ça, c'est exceptionnel. Renault Prime ou Merveille? La Poste, hein, cette voiture qui a connu une véritable success story avec la Poste, hein, tout simplement, c'est la Poste qui a tout fait hein, pour cette voiture. Ah ouais, la merveille hein, quand même. Hein. Le Kangoo, c'est la merveille. Hein. C'est une des rares merveilles de Renault. Hein. Après une Twingo 1 incroyablement réussie, Renault remet le couvert avec la Twingo 2. Voiture que je ne peux que vous conseiller, c'est une voiture qui est très bien. Alors je sais que c'est une voiture qui divise, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah oui, Twingo 2 c'est de la merde ». Eh ben je suis pas d'accord avec ça, je trouve que la Twingo 2 elle est super. Ça tient bien la route. Il y a des moteurs excellents sous le capot. En DCI 85 chevaux, ça marche une tonne. En 1 litre de 60, c'est super. Pardon, c'est super fiable. Voiture qui existe dans une version RS.
Renault Sport avec un 1600 Atmo de 133 chevaux. Voiture qui existe en version Gordini, sans moteur sympa d'ailleurs. Alors c'est une voiture à laquelle on va reprocher d'avoir grandi. C'est une voiture qui voulait vraiment trop se positionner face aux 206 qui étaient plus grandes, 206 et 207 qui étaient plus grandes. Ils ont avec cette voiture quand même trouvé le moyen, le culot devrais-je dire, de mettre un moteur gasoil sur une voiture badgée Gordini. On va y crever, hein. On va tous crever tous ensemble, hein, mais la voiture apparemment est bien. Pour moi, la Twingo 2, c'est du Renault Prime. Alors là, on est dans le pur Renault Prime. Je pense que le chat, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est non négociable. Hein. Et on est presque à la merveille. Hein. C'est un classique. Hein. Renault nous a pondu un classique ce jour-là. Voiture de détraqué, bien sûr, mais détraqué un peu fun. C'est-à-dire qu'il te kidnappe, mais voilà. Je sais pas où je vais avec cette image, mais voilà. Sincèrement, voiture bourrée de qualité. Je ne pourrais que vous recommander de vous intéresser à une Clio 3, parce que c'est super. L'intérieur est correctement fini. Il y a un bon châssis, il y a des bons moteurs. La version RS, elle est super. En phase 1, c'est super. En phase 2, c'est encore mieux. 2 litres Atmo, 200 chevaux quasiment, 197 de tête, je crois. Je pense qu'on peut la ranger assez facilement sur du Renault Prime. Ce qui commençait à pêcher sur les grandes berlines de luxe, c'est que les grandes berlines de luxe au milieu des années 2000, ça fait plus bander personne. Les grandes berlines de luxe, c'est trop classique. Et les gens commencent à aller s'intéresser au SUV en fait. Les gens qui cherchent du véhicule spacieux et statutaire commencent à aller chercher du côté d'un Cayenne, du côté d'un X5, du côté d'un ML. Et c'est comme ça que Renault s'est dit, écoute, on est trop fort avec le monospace, il faudrait qu'on réinvente une catégorie. Et un peu à l'instar de ce qu'a fait Opel avec le Signum, puisqu'il y a eu un Opel Signum, si vous ne connaissiez pas, qui d'ailleurs, il ressemble fortement dans son concept, hein. Voilà, Opel Signum, regardez bien, c'est à peu près la même, mais en version Opel. Si vous vouliez un Velsatis sans rouler en Renault, vous pouvez rouler en Opel, ça s'appelle le Signum. Renault s'est dit, mais attends, on peut peut-être révolutionner le monde de la grande berline. Vous savez, on en a parlé avec la Twingo à l'instant, que Renault aimait bien les jeux de mots, en tout cas marier plusieurs mots. Velsatis pour vélocité et satisfaction. C'est une voiture qui offre vélocité grâce à ses moteurs généreux sur le papier, et satisfaction qui offre une tranquillité d'usage sur le papier aussi également. Je suis très partagé avec le Velsatis, parce que d'un côté, la voiture est formidable. On a un Velsatis V6. Alors, ce Velsatis V6 en essence possède le 3,5 litres de la 350Z. Donc c'est bien un moteur d'origine Nissan qui est sous le capot. Sincèrement, je l'ai conduite. La voiture est super. La voiture, elle est confort. C'est un véritable confort digne d'une grande berline type Mercedes Classe S ou Série 7. T'imagines que Chirac a troqué ses Citroën habituels pour rouler à la fin de son mandat en Velsatis. Sarko roulait en Velsatis. Ça a aussi été la voiture du Festival de Cannes. Et puis, voiture qui d'un côté est exceptionnelle, et de l'autre, voiture qui est abominable. Voiture qui, comme tout le reste, est sortie bien trop tôt. Voiture qui est pleine de problèmes, voiture qui est pas fiable, voiture qui s'adresse à personne, voiture qui est abjecte, hein. Le concept, c'était ce truc. Attendez, je vous montre, hein, parce que je crois que vous avez pas compris. Le concept... c'est ça, donc quand même, hein, le concept te proposait d'être cette meuf, tailleur, lunettes, talons, et t'as un petit peu de style quoi dans ton concept Velsatis. À la fin, tu termines, c'est ça quoi, c'est la boîte à chaussures. Et puis la boîte à chaussures en 47, hein. On retrouve encore une fois le design Le Quément avec la lunette très droite et se décrocher au niveau du coffre. Alors, si vous venez à l'idée d'en acheter un, parce que c'est une voiture aujourd'hui qu'on retrouve ultra pas chère, sans blague, allez regarder plutôt du côté des Velsatis 2, les phases 2. Une fois restylée, la voiture devient fiable de façon ok. Discutable. Discutable parce que quand même il y a... Soyons sincères, t'as acheté un Velsatis, tu pues de la gueule. Hein. Alors je dis... Non, alors j'ai acheté un Velsatis, donc je viens de me rendre compte que non, fallait pas dire ça. Laguna 3, voiture qui, je pense, a été une sorte de carte qu'a voulu jouer Renault. La Laguna 2 a eu une image un peu comme le Velsatis qui était désastreuse. Je pense que Renault a voulu garder le nom Laguna 3 pour relever un peu le nez, tu vois. Pour dire, voilà, on sait, regardez, on sait faire. C'est comme ça que naît la Laguna 3. Laguna 3 qui est une super voiture.
C'est une super caisse. Dans toutes les versions, c'est globalement très fiable. Alors, il y a quelques erreurs sur la gamme, mais globalement, c'est très fiable. Voiture qui existait en version coupée. En coupé V6. Coupé V6 à roues directrice à l'arrière. Attention, on a eu les roues directrices à l'arrière. Regardez-moi cette Aston Martin à la française. Presque Aston Martin. Qu'est-ce qui la différencie d'une DBS? Rien. Alors, peut-être le moteur, c'est vrai. Et encore, vite fait. Si, il y a des... Alors, effectivement, il y a des trucs qui les distinguent de Aston Martin. Il y a 500 chevaux de différence, c'est vrai. L'esthétique, l'intérieur, tout, ouais, tout en fait. C'est vrai que maintenant que vous le dites, tout. En voulant redresser la barre du nom Laguna, c'est aussi ce qui a tué cette voiture, puisque cette voiture a été boudée, principalement à cause de son nom, puisque cette voiture s'appelle Laguna. Et c'est dommage, parce que cette voiture, je pense, n'a pas eu la carrière qu'elle aurait pu avoir. Mais... Si avant tous les espaces étaient fabriqués par Matra à Romorantin, l'espace 4 sera fabriqué par Renault. Voiture qui se voulait prendre toutes les bonnes bases et rejoindre le reste de la gamme. Dans les faits, cette voiture, exactement comme les autres, reprend le design Le Cayman qui n'a pas du tout été apprécié. Une voiture qui est sortie trop tôt, c'est une voiture qui était super pas fiable. Et c'est une voiture qui, dans sa phase 1 à sa sortie, a été une catastrophe pour les propriétaires. Voiture à laquelle on a reproché pas mal de choses, notamment un manque, enfin un recul dans les espaces pratiques que proposait l'espace 3. T'as effectivement le petit aileron, la petite barre de toit aileron à l'arrière. En fait, regardez bien, l'aileron à l'arrière est en réalité une barre de toit qui est coupée en deux. C'est deux barres de toit qui sont asymétriques, qui se collent. Donc, en position fermée comme ça, c'est un aileron. Et tu peux les diviser pour faire deux barres de toit. Et hop, tu as deux barres de toit intégrées. A existé avec le V6 de la 350Z en version 240 chevaux. Voiture que je ne peux pas vous conseiller. Hein. Très clairement, je ne peux pas vous conseiller ça. L'espace 4 est un choix discutable. Nous sommes au milieu des années 2000, c'est la mode des SUV. Et Renault ne sait pas faire des SUV. Et Renault se retrouve emmerdé parce que tous les petits collègues vendent des SUV par pelle, et eux, ils ont pas. Renault va essayer de mettre sur le marché un monospace, mais vite. Il fallait faire vite, et il savait pas faire. En grec, le fourreau, c'est pas une blague, ça s'appelle le fourreau. Et cette voiture est en fait une simple ressucée de cette base Samsung. C'est un Samsung, comment il s'appelle? C'est le QM5, voilà. Samsung, alors Samsung Motors n'est pas le même qui fait les téléphones. Hein. C'est un peu comme Sony. Genre Sony jeux vidéo n'a rien à voir avec le Sony télé, n'a rien à voir avec le Sony Shanifi, tu vois. Donc c'est un groupe, mais il y a quand même une marque en Corée du Sud qui s'appelle Samsung Motors, et ils fabriquaient déjà ce truc, le QM5. Et c'est le même. Alors ils ont retravaillé à la calandre parce que c'est du plastique, ça coûte pas cher, mais les phares c'est les mêmes. Le bouclier en bas c'est le même parce que c'était moins cher. La forme c'est la même, l'arrière c'est le même, les rétros c'est le même. C'est une caisse qui est tout juste mid, tout juste. C'est pas particulièrement confortable, c'est pas particulièrement bien amorti, c'est pas bien fini, c'est pas particulièrement pratique, c'est pas particulièrement à l'aise en tout terrain, c'est pas particulièrement bien motorisé, pas particulièrement bien performant. J'aurais envie de vous dire, tu souffles du nez. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisamment bon pour souffler du nez, quoi. Renault, à un moment, s'est dit comment on fait pour sortir une grande berline de luxe, mais que ça nous coûte surtout pas cher. Et cette voiture sera la Renault Latitude, qui est la même voiture que celle-là. C'est la même. Vous voyez, c'est la même forme, c'est les mêmes fenêtres, c'est tout pareil, c'est la même ceinture de caisse. Alors, toujours pareil, t'as la calandre qui a changé, tu vois, la calandre qui descend un peu plus bas. Là, ils se sont fendus d'un bouclier, ils ont fendu le bouclier. Voilà, les phares, c'est les mêmes parce que ça coûte cher. Le capot, c'est le même parce que ça coûte cher. L'aile, c'est la même parce que c'est toujours ça d'économiser. Et hop là. De par son positionnement plus haut de gamme, entre guillemets, que la Laguna, puisque cette voiture est plus grande que la Laguna, cette voiture se retrouvait plus chère. La Latitude se retrouvait plus chère que la Laguna 3. Or, cette voiture n'est pas mieux que la Laguna 3, c'est-à-dire que la Laguna 3 a un tableau de bord qui est plus sympa, qui est plus facilement identifiable, qui a un châssis qui est beaucoup plus sympa, qui a des performances qui sont là. Si t'as le malheur d'essayer une Laguna et une Latitude, tu te dis pourquoi je dirais payer plus cher pour une voiture qui est moins bien. Parce que cette voiture est moins bien. Alors elle sera renommée la Platitude, parce qu'elle est terriblement fade, et je pense qu'on peut se dire, qu'est-ce que tu souffles du nez? T'as soufflé du nez avec une caisse comme ça, hein. Ah, la Mégane 3.
Voiture super. Encore une fois, désolé, voiture super, voiture fiable, voiture assez qualitative dans l'ensemble. Voiture avec un super châssis, voiture qui a eu des super moteurs, voiture qui dans sa version RS est formidable, voiture qui a eu le record au NURB dans sa version RS. Alors, encore une fois, je ne peux que voir la police, hein, pardon, je ne vois que la police. Aussi, alors, police ou gendarmerie, là, cette fois-ci, vous avez le choix. Soit c'est la gendarmerie en RS d'intervention, soit c'est la police en NAT, soit c'est la MUMU carrément. Mais alors là, c'est la caisse de la police, quoi. Voiture que je vous conseille, voiture qui est super bien. Là, on est clairement dans du Renault Prime. Hein. La Renault Fluence était une voiture qui à la base se destinait aux marchés émergents. C'est une voiture qu'on a retrouvée par exemple au Portugal, c'est une voiture qu'on a retrouvée en Espagne, c'est une voiture qu'on a retrouvée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, c'est une voiture qu'on a retrouvée en Amérique du Sud. On l'a retrouvée sur les marchés qui sont friands des tricorps, puisque tu as une malle à l'arrière. Cette voiture a été importée chez nous, notamment dans sa déclinaison que vous voyez à l'écran, qui est la Fluence Z2, c'est-à-dire électrique. Cette voiture que vous voyez sous les yeux aurait pu révolutionner le monde de l'automobile électrique. Parce que cette voiture a été vendue dans une déclinaison qui s'appelait la déclinaison Quick Drop. Le Quick Drop est à la base une idée qui a été faite en partenariat avec Renault et je crois une entreprise turque et une entreprise israélienne. Il me semble que c'est un consortium de plusieurs entreprises. Mais en gros, l'idée c'était que plutôt qu'avoir des bornes de recharge rapide comme on a aujourd'hui, tu arrives sur une espèce de plateforme et tu gares la voiture et ça t'échange la batterie. C'est-à-dire on t'enlève la batterie et on te remet une batterie chargée à la place. C'était un changement de pile. En fait, la voiture, c'était un reloading, exactement. Et ce système n'a jamais trouvé preneur. Et surtout, ce système n'a jamais trouvé de business model pour la simple et bonne raison, comme le souligne très bien Nephalas dans le chat qui utilise le chat pour la première fois, le potentiel de scam était infini. Et oui, le problème, c'est que sur le papier, le concept d'arriver sur une plateforme, tu changes de batterie en 1 minute, t'es reparti, est formidable. Sur le papier, c'est formidable. Dans les faits, c'est impossible. Je vous déconseille formellement d'acheter une Fluence Z2. La voiture est mauvaise. C'est mauvais, mais c'est mauvais. Alors attention, hein. Bah oui, parce que là, je vous l'ai pas dit. Voilà, la voiture fait 4,70 m de long. Le coffre, c'est ça. Bah le problème, c'est ça. C'est que la batterie, elle est là. Alors la batterie, tu sais où elle est. D'une certaine façon, c'est du grand Renault, hein. C'est épouvantable. La caisse est épouvantable. Mauvaise. La caisse, elle est mauvaise. Pas bien. C'est pas bien. Alors là, autant celle d'avant, je vous l'ai pas conseillé, autant la Renault Wind, avec une cinématique de toit équivalente à celle d'une Ferrari Super America exceptionnelle Renault Wind. Quand une Twingo devient cabriolet, ça donne la Renault Wind, la Renault Vent. Voiture incroyable. Sur base de Twingo RS. Tu pouvais avoir le moteur de la Twingo RS à l'intérieur, donc tu avais le 1,6 litre 133. Voiture géniale, fiable. Même voiture qui a reçu le 1 litre de TCE, donc qui est supposément pas fiable, mais c'est pas le même 1 litre de TCE, donc qui finalement là-dessous est fiable. Alors, c'est une voiture qui est pas forcément très confort, parce qu'ils ont dû gagner en rigidité pour compenser le toit manquant, donc c'est une voiture qui est un peu raide. C'est une voiture qui est clairement pas la voiture la plus confortable que tu puisses trouver. Le coffre est... Alors, t'as les 2 petites barres qui t'empêcheront de mettre un grand truc, mais dans l'ensemble, c'est ok, tu vois, t'as une grande valise. Alors, certaines personnes trouvent ça très moche. Moi, je trouve ça très kiki. Je la trouve jolie, cette caisse. Je suis désolé, hein. Et le toit, en fait, il s'ouvre comme ça. Hop, et il fait oui. Hop, il bascule sur un axe. Super. La Wind, c'est une caisse sympa. C'est sympa. Tu sais, t'attires le pouce avec une Wind. Tu sais, t'as le pouce. Oh ouais, c'est sympa. Je crois que je vais faire une catégorie qui va s'appeler voiture de police. Parce que le Scénic 3, putain, c'est une caisse de police. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je suis désolé, je n'ai rien d'autre à vous dire. La voiture de la Mumu, c'est la voiture de la Mumu. Bah, j'ai soufflé du nez, hein. Je suis déjà rentré sur la banquette arrière perso. Oui, bah on ne demandera pas pourquoi.
on est à la fin des années 2000. Renault avait très envie de relancer un peu le concept de véhicule fun. Ils avaient envie de... Voilà, ils ont été connus pour sortir des sentiers battus, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Merde, ils aimeraient bien faire un truc. Mais Renault, ils ont aussi un board qui est moins sympa qu'avant, et Renault, ils ont beaucoup moins envie de prendre des risques avec un véhicule qui potentiellement va pas se vendre. Je vous rappelle que les derniers risques qu'ils ont pris, c'était Velsatis, ça c'est pas vendu. C'était Avantime, ça c'est pas vendu. Donc ils voulaient du fun, mais surtout pas cher, surtout pas. Kangoo Bebop. C'est un Kangoo plus court, et l'arrière il est... Bon bah voilà, je vous montre, c'est plus simple. Kangoo Bebop. En fait, la vitre électrique à l'arrière fait... dans la porte. Je pense que là, la catégorie sympa mais pas pareil, c'est exactement ce qu'il faut. C'est sympa mais pas pareil. C'est un extrême. C'est soit du grand Renault, soit une merveille. Renault voulait un concept, encore une fois, on est dans la même mouvance que le concept pas cher. C'est la mouvance du concept pas cher, faut pas mettre beaucoup d'argent. Et Renault voit la manne financière conséquente qui est procurée par les voitures sans permis. Les voitures sans permis, c'est fabriqué avec le cul, c'est de la merde, et pourtant, ça se vend par pelle super cher. Renault se dit, écoute, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire ? Et c'est comme ça que Renault va pondre le Twizy. C'est une voiture sans permis qui se veut à mi-chemin entre la voiturette et la moto. Et l'exceptionnel. Alors tout est exceptionnel, hein, je préfère vous prévenir, tout est absolument exceptionnel. Vous aviez aimé le Kangoo Bebop, le Renault Twizy le fera encore mieux. Cinématique de porte, exceptionnel. Qui peuvent s'acheter au choix avec ou sans vitre. C'est-à-dire de base, vous n'avez pas la vitre de la porte. C'est pas une blague. Hein. La vitre est une option. Alors voilà, deuxièmement, évidemment, c'est ça que je voulais vous montrer. Cette voiture a 2 places. Comme l'exige la réglementation sans permis, tu peux avoir que 2 places max. Cette voiture a 2 places en tandem. C'est, t'as tes jambes qui sont devant. C'est-à-dire que Ouais, si ça tape, je sais pas comment ça se passe si ça tape. Alors, t'es très très mal installé aussi, comme peut la tester cette photo. C'est l'intérieur d'un Twizy. Alors déjà, c'est très plastique. Tu as un petit truc en mousse ici pour ton cul, mais bon, vite fait quand même. Et là, derrière, c'est que du plastoc. Hein. Et ces trous-là, c'est fait pour faire en sorte que l'eau s'évacue, pour éviter que ça fasse une cuvette. A existé en version F1, pas une blague. Renault a fabriqué des Twizy F1. En fait, ils ont mis à l'intérieur un moteur électrique, mais c'était un Kers de Formule 1. Donc je crois que ça fait un peu plus de 100 chevaux, mais ça les délivre d'un coup, donc t'as une axle d'enculé. Je vous déconseillerais vraiment d'acheter ça quand même. Alors Clio 4 qui est super. Moi j'ai presque envie de dire qu'on est sur du Renault Prime, hein, la Clio 4. Hein. C'est le classico de la... C'est le classique. Hein. Et bah oui, voiture de vieux, hein, parce que quand tu as envie d'une petite voiture économique, mais que la Clio pour toi est trop basse et que tu as mal au dos, eh bien tu achètes un Capture, tout simplement. A existé en version RS, la Clio 4. Ce qui a un peu détonné à l'époque, c'est que cette Clio 4 n'était disponible en RS qu'en version automatique. Tu avais la boîte EDC avec palette au volant et surtout le sound system Airleak avec sound effect. Alors c'est une voiture quand même qui a eu énormément de bonnes pubs, on en parlera. En fait sur l'écran central t'as ça. Tu peux avoir genre une moto GP, une voiture du futur, une Clio V6, une Laguna et tu mets play et ça te met dans les haut-parleurs un bruit différent. Allez, voiture suivante. Alors, Police Prime, hein, j'hésite presque à mettre une catégorie Police Prime. Quand ils sont venus cambrioler chez moi, les policiers qui sont venus intervenir sont venus en Mégane 4, donc c'est vraiment voiture bien. Mais qui a déclenché avec la Clio 4 un symptôme du vol de pièces. Ces voitures-là, je pourrais vous les conseiller dans le sens où il y en a énormément sur le marché et c'est des voitures qui sont très bien. Problème, ces voitures-là sont victimes de vol de pièces. Regardez bien la prochaine fois que vous voyez un Capture, une Clio 4 ou une Mégane 4. À l'arrière, tu as la caméra de recul qui est intégrée dans le logo. Ce qui est très joli, d'ailleurs, c'est pas le problème. Le souci, c'est que ça a une tendance à se voler très facilement.
Et le problème, c'est que c'est un véritable fléau au niveau des assurances. Parce que bah, ça se vole. En plus des catalyseurs, en plus des pièces. Et bah ça se vole beaucoup. Et c'est une voiture qui aujourd'hui est difficilement recommandable en attendant que ça se calme. C'est une voiture qui, apparemment de ce qu'on m'a dit, est relativement fade par rapport à certaines concurrentes comme Civic Type R par exemple, comme une Focus RS par exemple. On est entre souffler du nez et Renault Prime, quoi. Allez, Brabus, il a dit Prime quand même, on va la mettre en Prime. Renault Twingo 3, après la Twingo 2, Renault s'est dit Twingo 3, PTDR Sylvain, oui, mais cette fois-ci, Renault n'a pas participé à l'élaboration de la Twingo 3. Et la Twingo 3 est une co-création avec Smart. Smart qui a développé sa Smart sur le même principe, c'est pour ça que si les Twingo 1 et 2 avaient des moteurs avant traction, cette voiture, comme le suggère ses ouïes à l'arrière, a un moteur à l'arrière. Propulsion, c'est une propulsion moteur à l'arrière. Voiture mauvaise. Voiture pas bonne. Je suis désolé, voiture pas bonne. T'as pas de coffre. La banquette arrière coulissante qu'on aimait tant dans le cul, ça a disparu. T'as une version GT qui était vendue hors de prix et qui a rien dans le fiac. C'est pas fiable. Tu mets ta valise là, ça devient un barbecue dans 3 quarts d'heure. C'est une merde, c'est une merde. C'est pas bien, c'est cher, c'était vendu cher. La voiture, elle a existé en version électrique et pas bien, surtout quand t'as la Zoé dans la même gamme. Et en plus, ça vole des pièces. Donc la voiture, je suis désolé, la Twingo 3, c'est une voiture mauvaise. Par contre, en parlant d'une voiture alternative qui est bien, la Renault Zoé. C'est la voiture de Christiane de la Conta. Voilà, je suis désolé pour les Christianes et pour toutes les Contas, c'est la voiture de Christiane de la Conta. T'as vomi. T'as pris une Zoé, t'as vomi, t'as quiché, voilà. Sauf que, c'est une super caisse. T'as un châssis moderne, t'as un moteur et une batterie qui sont modernes à l'intérieur. L'intérieur est dégueulasse, le tableau de bord est dégueulasse. Mais notamment en phase 2, comme on voit à l'écran, avec les belles batteries et les beaux moteurs, la voiture est pas mal. Alors en phase 1, c'est pas les meilleurs, ça reste encore un peu perfectible. D'occasion, aujourd'hui, c'est des voitures qui se trouvent à 7-8 000 euros. Tu as des grosses batteries qui s'approchent des 50 kW et tu peux avoir 300 km d'autonomie sans aucune question. Tu peux avoir les gros moteurs en 110 ou en 135 chevaux qui marchent bien. Est-ce que j'ai envie de rouler en Renault Zoé? Bien sûr que non. Ouais, sympa, mais pas pareil. Je me demande... Ouais, il nous faut... Attendez. Il nous faut une nouvelle catégorie. Je pense que là, le chat, vous marquez un point. Quoi vous dire? T'as le Kadjar 2 et le Austral. C'est les mêmes, mais en plus ou moins grand. Et t'inquiète. Ensuite, t'as le Koleos, qui est un grand Kadjar. Donc, t'as le Kadjar, je crois que c'est petit. Et t'as le Koleos 2, qui est le grand Kadjar. Je vous avoue, j'ai pas tout suivi parce que j'avais strictement rien à péter. Attends, bouge pas. Dans la catégorie quoi vous dire, je vous mets la Mégane E-Tech. C'est un SUV, mais pas un SUV, et c'est électrique. Quoi vous dire? Allez hop. J'ouvre pas la photo, j'ai la flemme de changer d'onglet. Scénic E-Tech. C'est pas pareil que la Mégane E-Tech. Sachant qu'attention, la Mégane E-Tech a aussi donné sa base sur la nouvelle Alpine électrique 4x4. On n'a pas le temps, il est bientôt minuit, d'accord? Allez, on avance, quoi vous dire? Alors, dans la catégorie quoi vous dire, Arcana. Je vous ai parlé tout à l'heure du Koleos, où Renault a vu que ça marchait bien pour les autres avec les 4x4, alors ils se sont dit, on va faire notre 4x4 nous-mêmes. Pourquoi on n'aurait pas notre Urus à nous? Eh ben, je vous présente le Renault Arcana. Voilà, c'est à ma connaissance l'un des rares modèles, alors il y en a quelques-uns, qui a marché de ouf et qui a quand même été remplacé très vite. Pourquoi? Puisque cette voiture vient d'être remplacée il y a vraiment pas longtemps par le Renault Rafale. Alors, il a été remplacé en bas de gamme par le Renault Symbiose, qui est un grand capture. Alors, faut suivre. Si vous vouliez la place, t'as le Symbiose. Si vous vouliez le haut de gamme, tu as le Rafale, qui est celui-là, qui dans sa version haut de gamme a l'esprit Alpine et le moteur de l'Alpine, c'est-à-dire le 1,8 litre turbo. Alors, on va pas faire une nouvelle catégorie parce qu'il y aura trop de catégories. J'ai quand même globalement envie de mourir. Après les échecs successifs des hauts de gamme avec la Latitude ou la Velsatis, après les échecs successifs des berlines de moyenne gamme comme les Laguna 2 et Laguna 3, Renault a essayé une dernière fois une berline moyenne gamme entre guillemets statutaire, qui était la Talisman, qui est une super voiture, qui aujourd'hui se trouve à des prix qui sont
exceptionnel. C'est-à-dire que c'est ultra pas cher. T'as des exemplaires très propres qui se trouvent à 7-8 000 balles. Et en haut de gamme, alors on passe largement les 10 000 €, tu peux avoir le moteur de l'Alpine, c'est-à-dire tu peux avoir le 1,8 litre turbo en plus de 200 chevaux. Et tu peux avoir une voiture qui a des finitions assez chouettes. Hein. Alors de ce que j'ai compris, c'est pas la voiture la plus fiable du monde, t'as pas mal de problèmes. Il faut accepter des merdes, comme ce Komodo de radio qui est dégueulasse, ces plastiques immondes notamment au niveau du volant, l'écran central qui est abominable. Dans l'ensemble, la voiture est sympa si tu acceptes en plus de potentiellement être un poil emmerdé. Moi je l'aurais mis, sincèrement, je l'aurais mis en sympa. Si je veux vous parler du Scénic 4, c'est pour une anecdote. Le Scénic 4, lorsqu'il est sorti, a été le monospace avec les jantes les plus grandes de la production. C'est de base, si je dis pas de bêtises, du 19 et tu pouvais monter en option sur du 20 pouces. Monte développé spécifiquement avec un manufacturier, je me rappelle plus, je crois que c'était Michelin. Monte spécifique pour avoir un pneu très grand, mais également pas si cher parce que 19 pouces, bah, c'est quand même pas donné quoi. Voilà, en dehors de cette anecdote, j'ai quand même un peu soufflé du nez, hein. La voiture est assez peu notable. On est à la fin des années 2010, le monospace s'est pété la gueule comme jamais. Renault est emmerdé puisqu'ils ont leur audience sûre qui veut toujours d'un espace, mais qui n'est pas prête à racheter un monospace. Et c'est pour ça que Renault a tenté un truc. Ils se sont dit, écoute, on a une audience qui veut un espace, on a une autre partie d'audience qui veut un SUV, essayons de mixer les deux, et ça a donné l'Espace 5. A.K.A. la voiture qui ne s'est adressée à personne. Tous les patrons de chez Bosch avec qui ça se passait très mal roulaient là-dedans. Je n'ai pas une bonne image des personnes qui roulaient là-dedans. Très clairement, la voiture est... Il y a une partie d'opportunisme, il y a une tentative de réhabiller une carrosserie qui existait déjà sous les traits du Koleos par exemple, pour en faire un truc avec un nom connu. Un peu la honte d'avoir nommé ça Espace. L'espace qui était bien, c'est que c'était un concept un peu sympa, tu as de la lumière, tu as de la place et t'as plein d'astuces. Là, t'as pas de lumière, t'as pas de place et t'as pas d'astuces. Moi, j'ai envie de dire mauvaise. Pas forcément dans la voiture que ça représente, parce qu'en soi, la voiture est pas mauvaise. Mais j'ai presque envie de dire mauvaise dans l'esprit. Alors, voiture qui est sortie dans une indifférence relativement globale, contrairement à ses grandes sœurs, qui à chaque fois essayaient de relever la barre. La Clio 5 n'est qu'une grosse mage de la Clio 4. Ça se voit dans les proportions, ça se voit dans la forme globale de la voiture, c'est une Clio 4,5 en fait. Alors, la voiture est très bien, puisque la Clio 4 est bien. Voiture qui existait sous les traits Mitsubishi, effectivement. Alors... ça, les enfants, ça s'appelle du badging. Ils ont changé à calandre, ils ont mis ça, ils ont mis un logo, puis... allez, hein. On souffle un peu, globalement, parce qu'il n'y a pas eu d'effort. Ça aurait pu être du Renault Prime. C'est sympa, mais pas pareil. Ça n'a pas la saveur. Renault Clio 6 qui vient de sortir, je n'en ai pas encore vu en vrai. Quand vous verrez cette vidéo best-of sur YouTube dans 5 ans, on n'en a pas encore vu dans la rue. Il paraît qu'en vrai, la voiture a vraiment de la gueule. J'en sais rien, je l'ai pas vu, je vous dirai quand je la verrai. Le petit point distinctif de la Clio 6, c'est ses optiques. En fait, l'optique de la Clio 6, aussi bien avant qu'arrière, le phare de la Clio 6, c'est juste ce petit trapèze-là. Ça, c'est juste un enjoliveur en plastique qui est par-dessus. Ça, c'est une réponse, une directive européenne qui met une sorte de limite à la réparabilité et qui incite les constructeurs à faire des voitures qui se réparent plus facilement. C'est pour ça que tu as une optique générique qui, je crois, est vendue par Magneti Marelli de mémoire. Et ensuite, tu as un cache en plastique noir qui va donner un peu cet aspect... on dirait un GXXR. On dirait vraiment un GSX-R. En fait, il y a un truc qui a fait un peu polémique et je sais pas si on le verra, il y a un défaut. En gros, l'appui-tête là, quand tu le rabats au max et ça se voit un tout petit peu, en fait, là c'est un tissu qui est très fin et ça va un peu taper dans le tissu là et donc tu vois le tissu qui épouse bien l'appui-tête, les tiges de l'appui-tête et tu peux te prendre un coup de genou dans la tige d'appui-tête. Voilà. C'est la France. Mais sinon, la voiture, apparemment, est tout à fait honnête dans ses prestations. Ça, c'est même pas j'ai soufflé du nez, j'en ai globalement strictement rien à foutre. Bah, quoi vous dire hein.
R5 Elec, nouveauté de la gamme Renault. Plein de petites idées. Ça, par exemple, ça s'illumine en fonction de ton niveau de charge. Voiture qui est très jolie. Moi, je la trouve très choupie, ça, je suis d'accord. Voiture qui est sur base de Renault Zoé. Au moins, le truc qu'on peut lui donner, c'est que la nouvelle Renault 5 existe en Turbo 3E. Alors ça, les enfants, ça existe sur route. C'est-à-dire que c'est 500 chevaux électriques, je crois. C'est extrêmement cher, mais c'est homologué sur la route. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais Renault s'est quand même un petit peu cassé le cul pour sortir cette Turbo 3E. J'aurais préféré qu'ils l'appellent Turbo 3. Turbo 3, en fait je comprends pas pourquoi ils ont mis le E, je comprends le concept d'avoir ajouté le E derrière pour électrique, d'accord, mais j'aurais préféré qu'ils l'appellent genre Turbo 3, t'as la Turbo, Turbo 2, Turbo 3, ça aurait été sympa. La voiture n'a pas encore été livrée, pour l'instant c'est les bons de commande qui sont ouverts, je crois qu'on est sur un tarot qui est pas donné, hein. 160 000 € avant les papiers, voilà. Donc il faut quand même t'en coller pour 200 000 balles. 200 000 balles pour un truc comme ça, bon. Est-ce qu'on la met en sympa ou sympa mais pas pareil? Parce qu'elle est électrique. Elle est sympa. Sympa ou sympa mais pas pareil? Il nous reste la dernière, c'est une nouveauté, elle n'a même pas encore été disponible. Je crois que... Je suis même pas sûr que les commandes soient ouvertes. C'est la même base. D'ailleurs, il manque effectivement la Renault 4, puisqu'il y a aussi la Renault 4 qui sort. Plusieurs choses à vous dire. Donc, R5, R4, Twingo, toute la même base, qui est en fait la base de la Zoé. Donc c'est toutes les mêmes caisses, en fait c'est plus une question de préférence. Renault 4, bah c'est une Renault 5, sympa. Il y a des gens qui la trouvent immonde, bah t'es pas le seul, il y a des gens qui la trouvent immonde. Et c'est pour ça qu'il va arriver avec la Twingo qui promet surtout un prix. Apparemment cette Twingo va être vraiment pas chère, alors elle est plus chère que ce qu'avait annoncé Renault, puisque Renault l'avait annoncé je crois vraiment pas cher. Voilà, annoncé à 15 contre 11 initialement. Je pense que la meilleure case, c'est sympa mais pas pareil. C'est sympa parce qu'elle est kiki, mais c'est pas pareil que la Twingo 1. Tu me prendras pas la Twingo 1. Non, Renault, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez me faire le revival que vous voulez. Vous ne me prendrez pas la Twingo 1. J'ai été ravi de juger avec vous. On avait dit que ça durerait pas longtemps. Il est minuit 12.